Le porno n'a pas sa place en entreprise. Tu peux pas forcer tes salariés à regarder un film porno pendant le déjeuner. Tu peux pas présenter les gens sur un montage porno. C'est ta responsabilité d'employeur. Entre les inégalités salariales, la discrimination et le harcèlement sexuel, le mouvement MeToo en entreprise a révélé un certain nombre de violences au travail qui concernent spécifiquement les femmes. C'est un cri de révolte de la partie faible du contrat de travail. Les salariés qui n'en peuvent plus. Aujourd'hui, je reçois l'avocate Elise Fabing qui, dans un livre, a choisi de dévoiler les coulisses d'affaires qu'elle a plaidées et gagnées, mais dans lesquelles les victimes ont été réduites au silence par des accords de confidentialité. Moi, j'ai voulu rendre la parole à toutes ces femmes silenciées par les entreprises. Alors, quelles sont ces souffrances qui touchent spécifiquement les femmes au travail ? Il offrait des strings à l'effigie de l'entreprise, il montrait ses fesses, il les touchait un peu. Quels outils juridiques permettent de faire valoir ses droits au quotidien ? Il y a une réglementation européenne qui permet à une femme d'aller demander les fiches de paye de ses homologues masculins. Et l'employeur a une obligation de les produire. Et enfin, quels sont les bons réflexes, qu'on soit victime ou témoin, pour réagir en cas de violence ou prendre ses dispositions avant qu'une situation ne dégénère ? Il faut se protéger et faire un petit WhatsApp en mettant 2-3 éléments pour que la personne puisse s'en servir le jour où elle aura le déclic et qu'elle aura envie de se défendre. Bonjour Elise Fabing. Salut. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Très bien. Donc toi, tu es avocate. Tu as fondé le cabinet Alchemist, spécialisé dans la défense juridique des femmes au travail. Oui, des salariés. Des salariés. Et en parallèle, tu travailles à diffuser la connaissance sur le droit du travail par le biais de chroniques dans des collaborations avec des comptes comme Balance ta Startup ou Balance ton Agency. Oui. Et également à travers des livres dont on va parler aujourd'hui. Yes, je suis une vraie obsédée de l'accès au droit, donc j'essaye d'en parler le plus possible. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours et notamment comment est-ce que tu t'es retrouvée à défendre spécifiquement les femmes au travail ? Alors, j'ai toujours su que je voulais être avocate, à peu près. Quand j'ai commencé le droit, par contre, tu vois, c'était plutôt le pénal, les gros procès criminels, etc. J'avais pas vraiment d'idée. Puis je voulais être juge, j'ai raté le concours. Et j'ai eu le barreau assez facilement. Donc, j'ai commencé comme ça. Et par hasard, je me suis retrouvée en stage à faire du droit du travail. Et je suis tombée amoureuse de cette matière parce qu'elle est sociétale, politique et ultra technique. Pour ceux qui aiment le droit et la politique, c'est la matière parfaite. Et pourquoi spécifiquement les femmes ? Est-ce que tu as une posture un peu militante ? Alors, spécifiquement les femmes, j'ai toujours plus d'hommes comme clients parce qu'il y a un vrai problème d'accès à l'avocat pour les femmes. Ok. Donc, tu vois, au cabinet, je dirais que j'ai 70% d'hommes et 30% de femmes. D'accord. Alors que j'ai quand même des positionnements très féministes. Et ça, c'est du militantisme. Parce que ça fait 15 ans que j'exerce bientôt. Et les femmes, je constate qu'elles morflent vachement plus que les hommes dans le monde du travail. Donc, évidemment, j'ai souhaité en parler. Alors, j'ai toujours mes clients qui me disent « Nous aussi, on souffre ». Oui, bien sûr, et je défends avant tout les salariés, la cause des salariés. Mais pour les femmes, il y a évidemment encore plus de choses à faire. Ouais, justement, on va beaucoup parler de ton livre. Ça commence avec la boule au ventre, que tu as sous-titré « Une avocate lève le tabou de la souffrance des femmes au travail ». Oui. Ce que j'ai kiffé, c'est que du coup, tu mets des noms et des visages, même si c'est anonyme, sur des phénomènes statistiques parfois un peu abstraits. Je sais pas, l'emprise, le harcèlement, des choses comme ça. Donc, je trouve que ça fait un bon complément avec une approche plus sociologique du travail que moi, j'ai l'habitude d'avoir. En tant qu'avocate, tu as un point de vue sur le fait de pouvoir raconter ces histoires. Et tu parles notamment de la question du silence et du fait que ce soit possible de raconter ces histoires. Tu te présentes comme une vendeuse de silence. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Oui, je suis une vendeuse du silence parce que, en réalité, la majorité de mes dossiers, je les transige. C'est-à-dire que mon boulot, ça va être de défendre mes clientes, mais d'obtenir le chèque le plus gros possible pour qu'elles puissent retrouver leur liberté, se barrer, faire autre chose, se reconstruire. Parce qu'en général, quand une salariée est victime de violences au travail, c'est la double peine quand elle la dénonce. On doit négocier son départ. Et il y a la précarité, le marché de l'emploi qui est ce qu'il est. Donc oui, je vais vendre son silence extrêmement cher. D'instinct comme ça, moi, quand je pense à des procédures de justice, je me dis qu'un accord à l'amiable, c'est ce qu'il y a de plus souhaitable, a priori, pour les deux parties. Pourquoi c'est pas forcément le cas dans cette thématique-là et ce combat-là ? Alors, c'est le cas pour les deux parties.
l'employeur est content parce que ça évite l'aléa d'un procès, puis on a une justice sociale qui dysfonctionne, mais on en parlera sans doute. Pour la victime, ça lui permet un départ plus rapide et une réparation immédiate, parce qu'on a des procédures extrêmement longues et lentes en France, en droit du travail, mais c'est pas forcément une bonne chose pour la cause des femmes au travail. Quand je défends une cliente, je suis pas Élise, la militante féministe. Je suis Élise, l'avocate, et je vais faire au mieux pour cette cliente-là. Parfois, je culpabilise un peu parce que je me dis que je sensibilise pas l'opinion publique sur ce qui arrive à ces femmes. Je ne fais pas avancer la jurisprudence sur ces notions-là via des procès. Tu vois, à la soirée de lancement de mon livre, il y avait les femmes du livre qui étaient hyper heureuses que je les raconte, en fait, parce qu'elles peuvent plus le faire et elles avaient besoin qu'on parle d'elles, de ce qui leur arrive et de la cause des femmes au travail. Quand tu dis qu'elles peuvent pas, c'est parce qu'elles ont signé? Exactement. Une clause de confidentialité. Ouais, ok. Moi, avant de lire ton livre, quand j'ai vu le titre « Les difficultés spécifiques pour les femmes », je me doutais que tu allais aborder la question de la grossesse. Bien sûr. Que c'est ce que j'imaginais en premier sur une trajectoire professionnelle entre un homme et une femme. Même si c'est un peu le sujet qu'on pense comprendre et connaître et déjà un peu tout savoir sur ce sujet, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi cette question de la grossesse et du retour de congé maternité reste une question centrale Ouais, déjà sur l'annonce de la grossesse, il y a plein de femmes qui évitent de le dire parce qu'elles ont peur de ne pas avoir leur promotion, de se faire harceler. Et j'ai un nombre de femmes harcelées pendant leur grossesse qui est dingue. Et il y a une vraie culpabilité des femmes au congé maternité. Elles vont se dire, mince, je les mets un peu dans une situation pourrie avec mon congé mat. Ils me payent à rien faire pendant 4 mois. Il y a une culpabilité. Moi, j'ai des femmes qui, jusqu'à l'accouchement, vont bosser comme des tarés et qui sont en burn-out avant leur accouchement parce que elles ont voulu assurer, montrer que ça ne changeait rien à leur carrière. Et c'est pareil au retour, avec une spécificité au retour qui est que quand tu rentres de congé mat, tu as droit à un poste équivalent. Tu n'as pas droit à ton ancien poste. Donc ça, c'est la loi qui... Ça, c'est la loi qui le prévoit. Mais qu'est-ce qu'un poste équivalent? Tu vois? C'est très subjectif et j'imagine que ça dépend des entreprises. C'est jurisprudentiel et donc c'est au cas par cas. Et en général, enfin pas en général, mais dans les dossiers que je rencontre, tu as beaucoup d'entreprises qui souhaitent mettre au placard ces femmes qui reviennent de congé maternité en se disant qu'elles vont démissionner avec que dalle dès qu'elles auront retrouvé un nouveau boulot. Donc on leur donne des jobs super nazes pour qu'elles se disent « Non, mais il faut que je bouge ». Parce que c'est du harcèlement moral, la mise au placard. Et une discrimination est généralement harcelante. Et puis, tu as à l'inverse des entreprises qui vont faire autrement. J'ai une cliente, par exemple, son retour de congé mat, elle avait une réunion à 8h30 le matin, le jour de sa reprise, et une à 19h. Donc, ça veut dire que son premier jour de reprise, elle ne voit pas son gosse, son bébé. Et c'est le premier jour où elle le laisse. Et donc, forcément, quand tu reviens, tu as aussi ta culpabilité de mère. Donc, je suis une mauvaise mère ou une mauvaise professionnelle. En fait, c'est dur d'être à la fois une bonne mère et une bonne professionnelle dans notre société. Je trouve intéressant de démarrer par le sujet de la grossesse parce que c'est souvent par ça qu'on imagine les écarts de salaire au sein des carrières. Sauf qu'en fait, toi, tu expliques et tu montres que tu as un certain nombre de clientes qui viennent te voir dès leur premier contrat, dès leur entrée sur le marché du travail, avec déjà des écarts de salaire. Effectivement, les écarts de salaire, ça commence dès le début parce que nous, les femmes, on est éduquées à être quoi? À être dociles, à être de bonnes élèves et à pas trop en demander. Et c'est une des histoires de mon livre qui sont tellement contentes qu'on leur propose un taf qu'elles vont même pas négocier le salaire. Elles prennent ce qu'on leur donne. Elles n'envisagent pas une seule seconde de négocier alors que les mecs n'hésitent pas. Je fais des généralités, mais évidemment, il y a des exceptions, etc. Mais c'est ce que je constate au cabinet. Et elles se retrouvent donc les années passant avec d'énormes écarts parce qu'en plus, elles vont pas négocier leurs augmentations alors que les hommes, si. Et donc, moi, j'ai des écarts de salaire parfois de l'ordre de 30%. Tu donnes des chiffres dans ton livre. Tu dis que si les femmes gagnent à peu près 22% de moins dans le privé au global, dès l'entrée sur le monde du travail, c'est-à-dire dès le premier emploi, les femmes à Bac+5 sont en moyenne payées à 28 000 euros.
là où les hommes, c'est 34 000 euros. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a, dès cette ligne de départ, des écarts de salaire assez énormes. Comment est-ce que, encore une fois, on peut se rendre compte de ça quand on est dans cette situation-là? Comment est-ce que tes clientes s'en sont rendues compte? Comment est-ce que tu les incites? Quel type de documents tu les incites à aller chercher? Qu'est-ce qui leur permet d'objectiver ça? Alors ça, c'est hyper compliqué parce qu'en général, elles ne le savent pas. Quand elles viennent me voir, c'est qu'elles s'en sont rendues compte. Le truc classique, c'est le collègue homologue masculin, soit qui est un peu bourré en after work et qui balance son salaire, soit qui est en train de faire son dossier de prêt immobilier parce que avec les 6 000 balles de plus, lui, il achète. Et donc, elle trouve une fiche de paye sur la photocopieuse. Donc ça, c'est les cas classiques. Et du coup, là, elles se rendent compte que... Là, elles se rendent compte qu'elles gagnent vachement moins et qu'elles se font complètement avoir. Et qu'est-ce que tu peux faire dans un cas comme ça? Alors aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui est magique sur la transparence des rémunérations et un arrêt de la Cour de cassation qui date du 8 mars, qui est incroyable, qui permet à une femme qui serait discriminée d'aller demander les fiches de paye de ses homologues masculins. Et l'employeur a une obligation de les produire. Donc en général, l'employeur, il n'a pas très envie de produire l'ensemble des bulletins de salaire de tous les homologues masculins. Bah oui, c'est quand même un risque de se mettre en porte-à-faux avec l'équipe, avec. Bien sûr. Du coup, est-ce que c'est un truc que tu conseilles de faire quand même? Ah bah oui. Bah quand tu gagnes 25% de moins, oui, parce que tu peux demander un rappel de salaire de 25% de ton salaire annuel sur 3 ans. Okay. Plus des dommages et intérêts pour discrimination. Donc ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup, okay. Bien sûr que ça vaut le coup. Et puis à un moment, il faut pas se laisser faire. Si nous toutes, on ne dit rien, ça ne va pas s'arranger. Ouais. Non, mais j'imagine que c'est toujours un arbitrage à faire entre de toute façon, le risque de placardisation de mauvaises relations et le... Bien sûr, et c'est l'obsession numéro 1 de toutes mes clientes, c'est le risque réputationnel. J'ai plein de femmes qui sont menacées par leur employeur et à qui on dit de toute façon, si tu me fais un procès, un prud'homme, n'importe quoi, ou si tu l'ouvres, je vais te griller sur le marché, tu ne retrouveras plus jamais de boulot. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si on a ces documents? On a acté qu'il y a une différence de salaire objective, à poste égal, etc., et qu'on a ce genre de menaces? Eh ben, alors ce genre de menaces, c'est un arbitrage qui est très perso. Les menaces, faut essayer de les enregistrer parce que l'enregistrement est recevable au civil. Donc, ça peut toujours servir un dossier. Mais il y en a, je pense, 99% qui renoncent. Du coup, tu conseillerais de faire ces négociations tout par écrit, par mail, etc. Bien sûr, évidemment. Pour avoir des traces. Ouais. Et puis surtout, sauvegarder vos éléments. Parce que l'employeur, en général, quand il est saisi, enfin pas en général, j'arrête de dire en général, c'est en général dans mes dossiers. Parce que j'ai un prisme quand même particulier, je voudrais pas dire que tout va mal dans toutes les boîtes. Donc, ce qui peut arriver dans mes dossiers, c'est que, tu vois, tu as une salariée qui va se plaindre d'une discrimination salariale ou d'un harcèlement sexuel, enfin de n'importe quoi, à sa RH. Parce qu'il faut arrêter de penser aussi que les RH sont nos amis. Il y a plein de RH géniales, mais le RH est là pour appliquer la politique sociale d'une entreprise. Et moi, j'ai des cas où ces salariés sont convoqués direct à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'avoir eu le temps de faire un écrit. Okay. Comme ça, elles ne sont pas considérées lanceuses d'alerte. On n'a pas besoin de faire une enquête et on les éjecte pour que dalle avant qu'elles aient eu le temps de se protéger et on coupe les accès à tous les mails, etc. Donc, s'il vous plaît, faites des sauvegardes. Ça veut dire quoi être considérée comme lanceuse d'alerte? Alors, tu as une loi qui permet, si tu dénonces des agissements sexistes ou tes conditions de travail, tout simplement, tu es considéré comme un lanceur d'alerte. Et en cas de licenciement, ton licenciement pourrait être nul. C'est-à-dire que on peut sortir du barème Macron, enfin, c'est un peu technique, mais et demander des dommages et intérêts supplémentaires. Okay. Et tu pourrais demander ta réintégration. Comment ça se manifeste, le fait de dénoncer? C'est-à-dire dénoncer à qui? À l'entreprise? Ouais, à l'entreprise. C'est-à-dire faire un mail en disant « j'ai constaté que… » Voilà, je suis victime de, ça a des graves conséquences sur ma santé, aidez-moi à régler ce problème, j'ai besoin de retrouver des conditions de travail sereines, etc. Et ce mail, il doit contenir des concepts et des connaissances juridiques ou il peut être spontané? Il peut être spontané. Ok. Ouais. Et donc, à partir d'un signalement comme ça, on peut être considéré du coup comme lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte au sein de l'entreprise. Exactement.
et donc bénéficier d'une protection contre le licenciement. Ok. Ça, tu vois, j'ai mis pas mal de modèles dans mon premier bouquin. Ouais. Justement parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas aller voir un avocat, qui ont peur que ça coûte trop cher, etc. Et donc l'idée, c'est que ces trucs de base pour constituer le dossier, même avant de savoir si tu as envie d'aller au contentieux ou pas, que tu aies la possibilité de le faire. Parce que moi, j'ai trop de gens qui arrivent au cabinet et qui n'ont pas de dossier parce qu'ils n'ont fait aucun écrit. Ok, donc c'est plus une précaution. Il y a un bon réflexe à garder. Ouais. Et si des fois la situation se dégrade, c'est quelque chose qui peut être utilisé ensuite. Exactement. Ok. Du coup, on a parlé de la grossesse, on a parlé des écarts de salaire. Et du coup, je vais enchaîner avec d'autres concepts et types de discrimination spécifiques aux femmes dont tu parles dans ton livre, notamment la question de l'emprise. Est-ce que tu peux définir et m'expliquer ce que c'est que l'emprise et pourquoi c'est une situation qui s'applique plus aux femmes en entreprise? Sur l'emprise, tu vas avoir un patron qui va avoir droit de vie ou de mort sur sa salariée, avec énormément de salariés qui vont essayer d'avoir les bonnes grâces de leur patron pour être sûr de garder leur job. Donc, ils vont tout faire et accepter ses sautes d'humeur, ses colères, ses propos rabaissants, humiliants. C'est le manager, tu vois, qui va te porter au nu, te dire qu'il va te faire progresser, que si tu fais ce qu'il te dit, comme il le veut, il va booster ta carrière de façon géniale et que tu iras au sommet, nanana, et qui le lendemain va te dire que t'es une grosse merde complètement nouille et que t'as rien compris. Et ça peut rendre dingue. Et est-ce que c'est dans des emplois spécifiques que tu constates ça? Par exemple, dans ton livre, tu as l'exemple de Christine, il me semble, elle seconde un grand patron, un manager. C'est ça, exactement. Et donc, elle est un peu son assistante. Ouais. Son assistante. Elle est son assistante, mais avec quand même un scope de travail plus large que ça. Elle fait du traitement aussi dans l'entreprise. Et en fait, elle lui a donné sa vie. Elle n'a pas pris de vacances. Il suffisait qu'il lui demande le moindre truc pour qu'elle accourt. Elle allait au pressing, chercher ses costumes, alors que c'était pas du tout son job. Elle allait bosser le samedi pour faire la clôture, machin, etc., dès qu'il en avait besoin. En fait, il y a ce rapport de domination. Est-ce que ça peut aussi se retrouver dans des situations où les gens ont connu peut-être une ascension sociale par le travail et ont beaucoup à perdre aussi, avec une perte d'emploi ou des choses comme ça? Aussi, tu vois, moi j'ai des clients qui n'osent pas dire à leur entourage ce qui leur arrive. C'est encore hyper tabou parce que on est dans une société où ce qui est valorisé, c'est le succès pro. Et particulièrement chez les femmes. À partir du moment où tu as un lien de subordination économique, l'emprise psychologique sur quelqu'un, elle peut être facile. L'exemple qui me vient en tête un peu dans l'actu pour essayer de rallier ça à l'actualité, mais peut-être que je me trompe, donc tu me dis si c'est un peu hors sujet, c'est l'exemple de l'affaire Body Minute avec la TikTokeuse Lorraine. Le patron de Body Minute, lui, est tombé dessus et en exigeant du réseau de salariés de Body Minute de l'attaquer pour ça. Est-ce que là, on peut parler d'emprise ou c'est autre chose? Bien sûr, et ça c'est l'emprise économique. Dans les dossiers, tu vois, il y a plein d'employeurs qui produisent des attestations de leurs salariés. Mais ça vaut rien. C'est-à-dire quoi produire les attestations? Par exemple, pour dire que mon client était pourri ou ma cliente était une grosse feignasse, peu importe, il veut faire témoigner l'ensemble des salariés contre ma cliente, tu vois. Et moi, je passe mon temps à expliquer à la juridiction que en fait, ça ne vaut rien. Parce qu'il y a un lien de subordination économique et que tu fais écrire n'importe quoi à quelqu'un qui veut pas perdre son job. Et tu vois, j'ai même eu un dossier dans lequel les deux attestants contre ma cliente, j'ai pu montrer qu'ils avaient reçu une prime à la suite de leur attestation. Ouais, donc ça, c'est encore un autre type d'emprise par rapport à ça. Et peut-être si on passe à un autre concept spécifique de discrimination des femmes, c'est le cas de la dépendance par rapport au conjoint. Ouais. Alors ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu différent? Je pense qu'il y a plein de cas différents. Plein de cas. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être des trajectoires différentes de différentes personnes dont tu parles? J'en ai eu là actuellement, tu vois, qui était son mari était vétérinaire, donc elle était assistante vétérinaire non déclarée pendant des années. Elle a tout donné à son mari et puis il divorce. Il met à sa place sa nouvelle meuf. Donc elle fait une dépression, etc. Elle a été déclarée quand même au bout d'un moment. Et du coup, inaptitude, elle se fait licencier. Et nous, on va chercher des dommages et intérêts, en fait. Et puis, des dommages et intérêts liés à son préjudice de retraite, qui est énorme.
parce qu'elle n'a pas de retraite. Et la prestation compensatoire d'un divorce, ça vient pas compenser du tout ça. Donc c'est hyper compliqué parce qu'elle a les 2 procédures en parallèle, le divorce et la procédure contre la clinique vétérinaire. Et on galère. En tant qu'avocate, c'est possible d'aller chercher et réunir et constituer un dossier qui va retracer toute la carrière de quelqu'un qui n'aura pas été déclaré, ou faut trouver une autre solution et c'est mort? Enfin, ça se passe comment? Bah là, si tu veux, dans sa procédure de divorce, alors c'est pas moi l'avocate en divorce, que je n'en fais pas, eh bien, il reconnaît qu'elle a 25 ans d'expérience en tant qu'aide vétérinaire. Donc c'est presque un aveu judiciaire, si tu veux. Ok. Donc ça a été plus facile dans ce cas-là. Donc en fait, les 2 procédures se combinent l'une l'autre? Oui, alors c'est 2 procédures indépendantes. On est 2 avocates sur le dossier, mais oui, là ça m'a bien aidé. Est-ce que tu as d'autres exemples de dépendance au conjoint? Bah bien sûr, j'en ai plein. J'ai des femmes qui, une femme notamment, qui travaillait pour son conjoint. Donc elle avait un contrat de travail, mais qu'elle a jamais signé. Et à la place du salaire qui était fixé, il a choisi de lui payer son loyer, mais il habitait le même appart qu'elle. Hein. Donc ils habitaient ensemble et lui payait Il payait le loyer et il considérait que c'était son salaire. Ok. Sauf que il a rompu, il a arrêté de lui faire des paiements, il a même pas fait de procédure de licenciement parce qu'il considérait qu'elle n'avait pas de contrat de travail. Et il s'est barré d'ailleurs en lui laissant un virement d'1 € en mettant de la part du gros con qui t'entretient, enfin un truc comme ça, horrible. Et elle s'est retrouvée à la rue parce que c'était lui qui payait le loyer, qui avait le bail. Sans avoir droit à France Travail parce qu'elle n'avait pas été déclarée et avec aucune ressource. Et sa gamine dans les pattes. Donc ça a été super chaud. Donc c'est beaucoup de situations en fait qui lient travail et vie personnelle. Bien sûr. Et je me souviens, tu as aussi un exemple d'une femme qui avait monté une entreprise avec son conjoint qui était directeur, mais du coup finalement il s'est fait virer en tant que directeur. Oui. Et du coup elle n'a pas pu garder son travail ensuite. C'est ça. Il y avait elle et sa sœur qui étaient embauchées dans l'entreprise. Et ils ont viré son mec et ensuite les actionnaires. Mais elles avaient un job salarié, si tu veux. Elles n'avaient absolument pas à dégager. Et ils les ont virées toutes les 2. Ouais. Donc là, c'est un exemple où c'est pas la responsabilité directement du conjoint pour ce cas-là. Non. Mais c'est quand même, vu que c'est la femme de l'ancien directeur, on va la virer avec. Voilà, c'est une discrimination liée à la vie privée familiale. Et ça, c'est des exemples qui sont spécifiques aux femmes, c'est-à-dire que toi, tu retrouves pas des exemples comme ça d'hommes, non. quoi. Okay. Non. Là, il y a pas longtemps, j'ai eu mon premier cas de discrimination à la paternité. Ok. Je me suis dit peut-être que les choses avancent. Et c'était un cas intéressant ou c'était exactement une transcription de ce qui se passe non, pour les femmes? On a reproché à mon client d'avoir pris son congé paternité. Ok. Donc spécifique là, et on lui a reproché parce que il n'était pas obligé de le prendre et il aurait été mis au travail. Et du coup, il a vécu quoi? Le même truc de placage? Ah bah ouais. Ce dont on a déjà parlé avant, en fait. Voilà, exactement. On lui a retiré ses dossiers, ses clients, et quand il est revenu, il n'avait plus aucune perspective. Donc, on lui a vraiment fait payer le fait d'avoir pris son congé patte. C'est mon premier dossier. Tu vois, ça fait 15 ans que j'exerce. Hein, ok. Donc, voilà. Un petit pas pour l'égalité, peut-être. Je me permets une petite parenthèse pour vous dire que si la question du congé paternité vous intéresse, je vous conseille de vous pencher sur l'exemple de l'Espagne, qui est le pays d'Europe où la présence des pères lors de la naissance est la plus élevée. Une avancée qui fait suite à une réforme qui a mis sur un pied d'égalité les congés paternité et maternité. Chaque parent bénéficie de 6 semaines obligatoires à poser immédiatement à la naissance, puis de 11 semaines optionnelles à prendre de manière flexible jusqu'à la première année de l'enfant, et enfin 2 semaines utilisables jusqu'à ses 8 ans. J'ai vu que tu étais assez sensible aussi aux questions liées aux femmes seniors dans le travail et aux discriminations. Ouais. Concrètement, quel type de discrimination ça va être? En fait, j'ai plusieurs clientes, j'en ai pas mal les dossiers de discrimination de femmes seniors, à qui on explique que, j'en avais une qui était directrice commerciale, à qui on a expliqué que, étant ménopausée, elle pouvait plus rien vendre, qu'il fallait qu'elle se barre, qu'elle était périmée. Ok. Voilà, donc beaucoup dans les fonctions de représentation commerciale. Ouais, donc ceux qui vont à la bord des clients et tout ça. Voilà. Femme senior, non, ça marche plus. Alors, j'interviens pour négocier le départ.
Et tout en ayant en tête que souvent, elles vont pas retrouver de boulot. Donc, tu vois, il faut que la négo de départ, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette par rapport à la date de retraite. Hein. Ouais, donc c'est ça qui est particulier, c'est que là, le retour à l'emploi, il va être plus compliqué que quand tu défends une trentenaire. Ou... Bien sûr. Et c'est pour ça que tu vois, le barème Macron est totalement... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le barème Macron ? Ouais, alors le barème Macron, en fait, c'est en 2017, il y a eu un barème qui est sorti qui fixe le préjudice en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc, si tu as 1 an d'ancienneté, tu as droit à 0, grosso modo. Si tu as 2 ans, tu as droit à 2 mois. Enfin, tu vois, voilà. Et ça monte en fonction de ton ancienneté. Et c'est complètement absurde parce que les entreprises, elles sont censées avoir une responsabilité sociale et quand elles se comportent mal, elles doivent indemniser l'entier préjudice. Et c'est le juge qui doit fixer l'entier préjudice. T'as pas le même préjudice à 35 piges versus à 55. Donc, en fait, le barème Macron, c'est un système qui a corrélé l'indemnité qu'on va avoir si on se fait virer de manière injuste. En fonction de ton ancienneté. En fonction de l'ancienneté. C'est-à-dire que les entreprises peuvent faire des trucs beaucoup plus injustes avec les gens qui sont là depuis pas longtemps. C'est ça. Et doivent faire hyper gaffe avec les gens qui sont là depuis longtemps. Exactement. Okay. Et ce qui est dégueulasse, parce que ça sort du scope de la justice sociale, toutes les startups et toutes les entreprises à fort turnover. Donc, tu vois, les pires. Ouais, ok. Et ça veut dire que sur mes femmes seniors, par exemple, si elles ont 5 ans d'ancienneté, tu vois, t'as pas droit à grand-chose. Donc, il faut aller vraiment sur le terrain de la discrimination parce que le harcèlement et la discrimination, ça te permet d'aller au-delà du barème Macron. Mais c'est dur à prouver, une discrimination, etc. S'il y a un truc à retenir de mes interventions, c'est ça, c'est constituer votre dossier, enregistrer à fond et puis susciter les cris. Et est-ce qu'on peut enregistrer un truc audio avec le téléphone ou ça, c'est irrecevable ? Ah si, c'est recevable au civil depuis pas très longtemps. Mais alors, ça a changé ma vie d'avocate. Parce que sur tous les dossiers de discrimination ou de harcèlement, comme tu as beaucoup d'oralité, maintenant, mes clients enregistrent. Ok, voilà. C'est bon à savoir. Et voilà, il faut que ce soit proportionné, légitime, que ce soit ton seul moyen de preuve. Mais tu peux le produire au civil. Donc, nous, on ne se prive pas de le faire. Et ça marche très bien. Et tu as des petits stylos, ça coûte 30 balles, qui enregistrent. Et c'est hyper bien. Ok. Parce que maintenant, il y a plein d'employeurs qui disent mon téléphone dehors. Ouais. Et puis, susciter l'écrit, même avec tes collègues, tu vois. Un WhatsApp, un sur Slack, sur les messageries. Tu vois, moi, j'ai des clientes harcelées sexuellement qui avaient reçu des messages de leurs collègues. Ça va, je suis désolée, je t'ai laissé seule avec lui, t'as pas eu trop peur, etc. Ça, c'est des trucs qu'on va produire. J'ai vu dans l'ascenseur qu'il essayait de frôler tes seins, tu vois. Bon. Ok. Ouais, du coup, toujours garder de l'écrit. Ouais, toujours. Est-ce que tu as déjà été contacté pour défendre spécifiquement une femme trans ? Et si des fois, c'est pas le cas, est-ce que tu as connaissance de difficultés spécifiques à la transidentité au travail ? J'ai été contactée une fois. Et c'était une discrimination liée au changement de sexe. Mais cette femme n'a pas donné suite, donc j'ai pas eu... J'ai pas encore cette expérience-là. Et du coup, l'autre éléphant dans la pièce, quand on parle des femmes au travail, c'est la question des violences et du harcèlement. Dans ton livre, tu dis que les jeunes femmes sont 2 fois plus susceptibles d'être victimes de violences ou de harcèlement sexuel. Seulement 4% des victimes de harcèlement portent plainte par peur des conséquences, que ce soit de la réputation ou du temps à passer dans une procédure. Est-ce que les agresseurs sont souvent mieux protégés que les victimes dans le monde du travail ? Comment ça se passe ? Celui qui est le mieux protégé, en général, c'est celui qui rapporte de la thune. Tu vois, et je pense notamment à un de mes dossiers où ça fait plusieurs dossiers de harcèlement sexuel contre le patron. Et il est toujours en poste. Mes clientes ont eu des gros chèques, mais il est toujours là, alors qu'elles sont plusieurs. Et il se pavane sur LinkedIn sur le management bienveillant. Donc, moi, ça me rend dingue. J'ai beaucoup parlé dans mon livre du dossier Brax. Alors, j'ai changé mais c'est un dossier qui est public parce qui se plaide sur l'ambiance pornographique en agence de com. Ouais. Et ça, c'est un dossier qui est devenu public depuis ton... Qui était déjà public parce qu'on a plaidé, on a gagné en première instance et on le plaide en appel dans pas très longtemps. Tu peux raconter un peu ce qu'il y a dans ce dossier et ce qui s'est passé ? Oui. Dans ce dossier, c'est un patron qui était complètement fan de porno, fasciné par ça. Et donc, il accueillait les jeunes en les présentant à toute l'équipe sur un montage pornographique. Il offrait des strings à l'effigie de l'entreprise. Il montrait ses fesses, il les touchait un peu. Il envoyait des textos un peu... vraiment, c'était pas du Baudelaire, quoi. Dans l'entreprise, il y avait
majoritairement des jeunes. Lui, c'était un peu un gourou assez connu, un prodige dans son domaine, très brillant, etc. Très présent au syndicat employeur de sa branche, donc assez respecté. Et c'était ambiance start-up, mais vraiment trash, quoi. Okay. Ma cliente, elle a participé à cette ambiance porno en envoyant des trucs aussi qui n'étaient pas du Baudelaire, parce que truc de groupe. Voilà, truc de groupe, parce que elle voulait plaire à son patron, qu'elle voulait garder son job, que c'était quelqu'un d'hyper influent dans un tout petit milieu. Et donc, on a dit que c'était elle qui l'avait provoqué. La ligne de défense, c'était ça. C'est que ma cliente... Oui, parce que du coup, elle a, à un moment, elle s'est rendue compte que ça allait pas. Que ça n'allait pas. Et il s'est passé quelque chose de particulier ou c'est genre de son côté, elle s'est... Ouais, en partant et en voyant toutes les femmes souffrir, et il y a eu en fait des dénonciations de ce qui se passait au sein de cette agence de com sur Balance Ton Agency. Ouais. Et elle s'est rendue compte que c'était pas possible et elle a décidé de porter l'affaire en justice. Donc elle a été hyper courageuse. Et c'est vrai que toute la ligne de défense, c'était de dire que ma cliente, c'était la pire des pires. C'est ça, les entreprises, dans des cas comme ça, vont contre-attaquer. C'est ça. Et utiliser des outils juridiques contre les salariés. C'est ça. Et ça va être quoi, par exemple, ces outils juridiques ? Ça va être de dire que ma cliente a eu une attitude ambiguë. Donc cette jurisprudence sur l'attitude ambiguë. De dire que... Est-ce que tu peux développer un peu cette jurisprudence sur l'attitude ambiguë ? C'est de dire que si une salariée a participé au harcèlement sexuel, si... tu vois, par exemple, elle a mis un pouce à je te trouve super belle dans cette robe parce qu'elle savait pas quoi lui répondre. On va dire qu'elle était peut-être d'accord et que c'était de la drague, tu vois. Ok. Et là, dans le cas de ma cliente, c'était, elle a participé, elle a aussi écrit des trucs un peu porno, donc c'est de sa faute. Mais là, ce qui n'est pas normal, c'est que, tu vois, le porno a pas sa place en entreprise. Tu peux pas forcer tes salariés à regarder un film porno pendant le déjeuner. Tu peux pas présenter les gens sur un montage porno. C'est ta responsabilité d'employeur. Ouais. Tu dois mettre fin à ça, quoi. Donc, heureusement, on a gagné, tu vois, en première instance. Et en appel, j'espère bien qu'on va gagner encore. Il y a un autre chiffre que tu cites, c'est que 11% des femmes déclarent avoir fait l'objet de contacts physiques sans consentement. Et dans ton livre, tu racontes même des agressions sexuelles que certaines de tes clientes ont vécues. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, dans l'urgence ? C'est-à-dire dans l'urgence. Faut dénoncer les faits tout de suite, par écrit. Aller voir ton patron et faire un mail. En fait, tu vas voir ton patron si t'es pas à l'aise avec l'écrit tout de suite parce que ça fait trop procédurière. Tu y vas, tu vas voir la DRH, ton patron, peu importe. Et si c'est le patron ? Et si c'est le patron, tu te mets en arrêt de travail et t'écris. Ok. Mais tu te mets en arrêt de travail. Et vraiment, faut avoir ce réflexe-là. Parce qu'il y a plein de femmes qui me disent « mais je suis pas malade ». Mais en fait, si. Je veux dire, un syndrome dépressif réactionnel, c'est pas honteux. Et on a besoin de temps, le corps a besoin de temps pour s'en remettre. Le travail peut tuer, le travail peut faire beaucoup de mal, peut abîmer. Donc, il faut prendre soin de sa santé, aller voir un médecin. Et quand il est arrivé un truc comme ça, il faut se protéger et éviter les contacts à nouveau avec l'agresseur. Donc, se mettre en arrêt maladie, ça veut dire aller voir un médecin. C'est ça. Pour obtenir un arrêt maladie. Exactement. Du coup, ça veut dire raconter quand même. Il y a quand même besoin d'être en capacité de pouvoir raconter ce qui s'est passé, ce qui n'est pas forcément évident. Ce qui n'est pas évident, mais il ne faut pas rester seul, en fait. Ok. Il faut vraiment en parler. Le corps médical est là pour ça. Il y a des avocats. Il faut en parler à ses proches. C'est important, vraiment, de ne pas rester seul. C'est un des premiers conseils que je donne. Là, on va rentrer un peu dans une partie de, justement, les difficultés pour les victimes quand on a vécu un peu tout ce genre de choses et notamment les stratégies des entreprises qui vont essayer d'étouffer ces affaires-là. C'est ce que tu disais quand tu disais que tu étais une acheteuse de silence, une marchande de silence. C'est ça, c'est que en fait, tu vas aller négocier une rupture amiable et une clause de confidentialité pour éviter d'avoir une affaire qui va s'ébruiter en justice, etc. Exactement. Et ça marche depuis la libération de la parole sur les violences au travail. Tu vois, depuis le travail d'Anne Boistard sur Balance Ton Agency, Balance ta Startup, etc. Moi, avant ce mouvement-là, personne m'invitait pour parler de mon boulot. C'est assez récent que la presse ait pris la mesure de ce qui se passait dans le monde du travail, de cette violence qui était considérée comme quasi ordinaire et presque normale. Tu vois, il y a eu vraiment un switch des mentalités à ce niveau-là. Alors moi, ça fait saigner mon cœur d'avocate, mais une entreprise, elle a souvent plus peur d'un risque réputationnel que d'un risque d'une procédure judiciaire.
Il y a pas mal de cas où tu expliques que les entreprises vont contre-attaquer carrément avec des attaques en diffamation, avec des fausses accusations même de harcèlement moral ou d'emprise de la part des salariés. Est-ce que tu peux raconter un peu des cas comme ça? Parce que j'ai du mal à me rendre compte à quel point il peut y avoir des trucs méga vicieux dans ce genre de procédure. Ça peut être ultra tricky et très, très vicieux. Vraiment, le truc assez classique, dans mes dossiers, encore une fois, hein, c'est t'as la salariée qui va se plaindre de harcèlement sexuel du patron à la RH, sans écrit. Elle m'a pas consulté, tout ça, machin, bon. Et puis, derrière, elle se fait convoquer à un entretien préalable à un licenciement. Puis, comme on n'a pas trop de motifs, on va en fabriquer un. Donc, on va demander à 3 salariés d'attester que c'est une harceleuse. Voilà, classique. Sinon, évidemment, t'as la menace de la diffamation, mais on me l'a fait à moi aussi, hein. Oui, on va attaquer en diffamation. Bon, faut y aller quand même en diffamation, hein. Quand on dénonce ces conditions de travail, bon, la diffamation, je pense que j'ai pas encore vu de condamnation, hein. Ouais. C'est faire peur, c'est intimider, et puis c'est dire à ma cliente, on va te griller, tu retrouveras plus jamais un boulot dans le secteur, je vais appeler tout le monde pour te défoncer. Ça, c'est c'est un vrai équilibre à trouver parce que quand tu te lances dans ce genre de procédure, il y a quand même un risque énorme de perdre ton taf, d'avoir du mal à en retrouver derrière. Ah oui, il faut le faire que si tu es prêt à en partir. Ouais, c'est et ça. En général, tu le fais parce que tu as besoin de partir, parce que c'est insupportable. Tu vois, tu le fais pas parce que tu veux te barrer sous les cocotiers. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas ça, hein. Moi, les salariés qui m'appellent, parce qu'on me demande toujours, oui, mais il y a des gens qui abusent, qui veulent négocier avec un gros chèque. Non, enfin, sans doute, mais il faut quand même avoir un dossier, des éléments. Et en général, ces gens-là, ils ne voulaient pas partir, mais les circonstances font que le contrat de confiance est rompu avec la boîte et qu'ils doivent se barrer pour se reconstruire, pour aller mieux. Mais qu'est-ce qui peut freiner les gens aussi à démarrer ce type de procédure? Est-ce que la culpabilité ou des choses comme ça? La culpabilité, bien sûr. Moi, j'ai des tas de salariés qui me disent, moi, je fais pas ça pour l'argent, Élise. Tu veux dire la procédure? Ouais. Ouais. Je dis, ouais, enfin bon, à un moment, non, ça va leur apparaître trop cher. Est-ce que tu peux baisser les demandes? Non, merde. Donc, je leur fais une petite leçon de féminisme et de rapport à l'argent des femmes, tout ça, mais c'est dur, hein. Oui, parce qu'elles vont vouloir demander moins pour pas trop s'imposer. C'est ça. Et même dans la négociation, elles trouvent que je demande trop, alors que les mecs que je représente, ils vont me dire, ouais, comment on peut gonfler? Ouais, c'est ça. Et toi, en tant qu'avocate, c'est quoi où est-ce que tu te places? Comment est-ce que tu les accompagnes? Comment est-ce que tu les accompagnes dans ces doutes? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a qui doutent jusqu'au dernier moment, en mode la veille, qui disent on arrête tout? Oui. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça se passe avec tes clientes dans ces cas-là? Alors, c'est vrai que je peux avoir des clientes qui, à la veille de l'audience, me disent est-ce qu'on peut se désister? Je veux par pas. Peur, j'ai peur. Ouais, l'audience, c'est quand même un moment dur. Alors moi, je leur dis dans ces cas-là, on se désiste pas, on y va. Mais par contre, si c'est trop dur pour vous, vous ne venez pas à l'audience. Voilà. Ça sert à rien de s'imposer un moment hyper dur, hyper compliqué. Moi, à titre perso, je préfère qu'elles viennent parce que elles comprennent ce qu'est mon taf et elles voient comment ça s'est passé, etc. Mais je sais aussi que c'est un moment extrêmement violent. J'ai des clientes qui ne tiennent pas le coup. J'ai déjà eu des clientes qui se sont évanouies en audience, qui se sont mises à pleurer, à sangloter. J'ai aussi un client qui a pété le nez de l'avocat adverse. Enfin, c'est des moments forts en tension. Et est-ce que tu as des moments où il y a certaines de tes clientes qui t'en ont voulu? Je crois pas. Après, tu peux avoir des désaccords sur la façon dont gérer le dossier. Et dans ces cas-là, c'est mieux de séparer les routes, de confier le dossier à un autre avocat, tu vois, parce que c'est un métier qui est très intuitu personae. Et moi, je leur dis toujours, il faut se faire confiance. Donc, si vous me faites pas confiance, en fait, faut voir quelqu'un en qui vous avez confiance, parce que sinon, ça va être trop dur pour vous. Ouais. Et pour moi aussi, hein. Donc, il vaut mieux s'arrêter quand il n'y a pas de lien de confiance. Donc ça a pu m'arriver. Après, je ne crois pas. En tout cas, aucune de mes clientes ne m'a jamais dit qu'elle m'en voulait d'être allée au bout. Tant mieux. Tant mieux. Je touche du bois là. Comment est-ce que ça se passe pour les gens qui n'ont pas les moyens?
parce que j'ai l'impression que, alors dans ton livre, tu donnes pas mal d'exemples. Peut-être que dans la conversation, ça se ressent un peu moins, mais dans ton livre, tu donnes pas mal d'exemples de gens qui exercent plein de types de métiers. Il y a différentes classes sociales, etc. Je pense que quand dans les discussions qu'on a, on se projette pas mal sur un contexte de bureau, de cadre, etc. C'est la majorité de ma clientèle. C'est la majorité de ta clientèle parce que j'imagine que ce sont des gens qui ont aussi les moyens de se lancer là-dedans. Bien sûr. Comment ça se passe pour les gens qui n'ont pas ces moyens-là? Alors, il y a l'aide juridictionnelle, mais c'est souvent pas suffisant. L'aide juridictionnelle, c'est une aide de l'État pour te payer toi, en gros. Voilà, c'est ça. Mais c'est très rare. Faut vraiment être. Faut vraiment avoir pas beaucoup de sous. Donc moi, j'ai des dossiers à l'aide juridictionnelle et j'ai des dossiers aussi que je prends quasiment gratuitement. Et mais c'est vrai qu'on peut pas en prendre trop parce que ça prend énormément de temps. C'est beaucoup de boulot, un dossier. Et moi, je fixe mes honoraires en fonction du salaire. Alors, ça fait grincer les dents de certains parce que je fais le même taf pour du coup pas le même montant, mais je fonctionne à l'effort contributif. T'es payé quand même beaucoup à l'honoraire de résultat, donc en fonction de ce que tu vas gagner, t'as un pourcentage. Enfin, moi, en tout cas, dans mes conventions d'honoraires, j'ai un pourcentage sur les montants que je vais obtenir. Et est-ce qu'il y a des stratégies, genre, je crois qu'à un moment, tu parles du fait d'aller chercher le chômage d'une de tes clientes en priorité afin qu'elle puisse survivre pendant la procédure. T'as des stratégies juridiques comme ça aussi? En fait, t'as 3 volets. T'as la stratégie du dossier. Ouais. T'as la stratégie d'optimisation de ce que tu vas toucher, ce qui est du dommage et intérêt, du rappel de salaire, etc. Parce que c'est pas les mêmes incidences sociales et fiscales. Et puis, tu as le maintien de rémunération. Le maintien du niveau de vie, tu vois, c'est hyper important. Pour quelqu'un, par exemple, qui a une prévoyance complètement pourrie et qui est en arrêt maladie à la suite d'un harcèlement sexuel, parfois, il vaut mieux être au chômage. Donc, il faut sortir pour inaptitude, toucher le chômage, et puis la procédure suit son cours. Et il faut que le chômage permette de vivre, ce qui est aussi pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que le problème, c'est que on a un gouvernement qui déresponsabilise les entreprises en limitant l'indemnisation du préjudice via un barème en fonction de l'ancienneté, et par ailleurs, qui se désengage de la protection des salariés à qui ça arrive. Tu vois, donc, qui va payer ? C'est une vraie question. Tu me fais une très bonne transition. Je voulais passer à une dernière partie justement sur les débouchés politiques de tout ça pour essayer d'élargir. Pour régler le problème, il faudrait 10 000 personnes comme toi ou plus pour régler chaque cas, sauf que on n'est pas assez nombreux. C'est ça. Est-ce que tu as des pistes? Comment est-ce que tu verrais les choses? Par exemple, est-ce que tu penses que médiatiser les audiences ou essayer de rendre public ces histoires-là, ça pourrait être une solution? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est une solution. Moi, je le fais dès que je le peux. Dès que ça intéresse des journalistes, je vais médiatiser mes dossiers parce que ça permet aux entreprises de se remettre en question et d'avoir un peu peur. Après, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que les politiques se saisissent vraiment de ce sujet-là, qu'on ait une justice sociale qui fonctionne mieux parce que là, il n'y a pas de bâton, si tu veux. Il faut des sanctions. Tu vois, tu plafonnes le montant des indemnités, dans ces cas-là, mets un montant minimum en cas de harcèlement, discrimination. Parce que là, tu vois, quand on a 20 000 balles pour un harcèlement sexuel, on sort le champagne. Et c'est rien, c'est pas dissuasif, 10 000 euros. Moyenne. Et puis souvent, j'imagine que c'est des cas où après la personne est encore en poste et toi, t'as plus. C'est ça. Et même la moyenne des condamnations à harcèlement moral en 2019, c'est 7 100 euros. C'est la seule stat qui existe. Tu vois, c'est que dalle, 7 100 euros. Faut vraiment des sanctions dissuasives. Je pense que il faut que les entreprises aient peur de la justice et que ça les incite à mieux se comporter. Des dispositifs du type l'index d'égalité professionnelle ou des trucs comme ça, c'était censé tout régler? Ouais, mais non. Est-ce que tu peux rappeler vite fait ce que c'est et ouais, alors c'est hyper technique, mais grosso modo, c'est des systèmes de points et les entreprises qui n'ont pas leurs points vont être un peu affichées. Il peut y avoir des sanctions, mais c'est hyper rare et voilà, c'est du déclaratif. C'est bien que ça existe. Moi, tout ce qui est même déclaratif et qui donne un peu de visibilité à la cause des femmes en entreprise, je vais toujours être OK. Mais si on pouvait avoir vraiment des engagements, tu vois, contraignants
des entreprises, ce serait top. Là où tu vois aussi si une entreprise est vraiment engagée pour l'égalité femmes-hommes, c'est comment elle se comporte en cas de problème. Et moi, je le vois et j'ai pas confiance, quoi. Ouais. Tu vois, parce que je suis aux premières loges. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans mon bouquin. Moi, j'ai voulu rendre la parole à mes clientes, à toutes ces femmes brimées, silenciées par le patriarcat, par les entreprises. C'est un peu ce que tu fais dans le livre et j'ai vu, c'est quelque chose auquel tu as beaucoup participé, les comptes de témoignages et de publicisation de ces témoignages, comme Balance ton agency, Balance ta startup, etc. Est-ce que tu peux nous parler de cette démarche et en quoi tu trouves ça important? Est-ce que ça a des limites aussi? Bien sûr que ça a des limites et en tant qu'avocate, je peux dire que les limites, je les vois très très bien. Et c'est quoi ces limites? Les limites, c'est la présomption d'innocence. C'est la présomption d'innocence et c'est le tribunal médiatique. C'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et moi, je suis évidemment, en tant qu'avocate, hyper attachée à la présomption d'innocence. Simplement, ces mouvements, puisque tu as Balance ta startup, enfin, c'est le MeToo au travail en réalité, c'est un cri de révolte de la partie faible du contrat de travail. C'est un cri de révolte des salariés qui n'en peuvent plus. On est obligé de passer par là puisque personne ne les écoute. Tu vois, même les journalistes avant ces mouvements-là ne s'y intéressaient pas. On s'est intéressé à France Télécom, c'était un petit peu le début, tu vois. Mais sinon, non. Et là, aujourd'hui, on en parle et c'est tant mieux. Et c'est un premier truc qui va aider les salariés à être mieux traités. C'est la menace réputationnelle pour les entreprises. Moi, les boîtes, elles ont peur quand je fais une vidéo Instagram. Et ça me fait mal, que je préférais qu'elles aient peur quand je saisis le conseil de prud'homme, tu vois. Ouais, en gros, il y a plus de risques quand tu fais une vidéo Insta que quand tu vas au prud'homme. Bon, moi, j'adore mon métier, j'aime être auxiliaire de justice, je suis vraiment très attachée à la présomption d'innocence, mais à un moment, t'es obligé, c'est MeToo, quoi. T'es obligé d'ouvrir ta gueule parce que sinon, il se passe rien. Et on est face à des politiques qui s'en foutent. Idéalement, dans un programme de gouvernement progressiste, tu penses qu'il faudrait ajouter quel type de disposition? Disposition avec des procédures d'urgence pour les victimes de violences au travail. Ok. Parce que tu vois, quand t'es en poste et que t'es victime de harcèlement sexuel, que t'as pas de prévoyance, tout ça, enfin, faut sortir un peu. Donc ça, des condamnations dissuasives pour les entreprises sur les harcèlements, discriminations, et puis vraiment des index d'égalité beaucoup plus contraignants, avec des sanctions pécuniaires vraiment importantes. Et puis bon, la fin du barème Macron, bien sûr, la suppression immédiate du barème Macron, et des condamnations bien plus importantes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et puis une meilleure indemnisation France Travail. Le différé spécifique d'indemnisation, c'est un scandale parce que ça favorise les gens qui ont un retour à l'emploi beaucoup plus rapide que les précaires. Tu vois, c'est le délai de 5 mois quand tu touches de l'argent de ton entreprise. Enfin, ça favorise les cadres qui se réinsèrent en moins de 2 et ça laisse sur le carreau les autres. Enfin, il y a des tas de trucs à modifier pour plus d'égalité. Mais ça, c'est le volet politique. Avant ce livre-là, tu avais écrit un autre livre qui est plus un manuel. Ouais. Du coup, moi, ce que je te propose pour finir, c'est je me suis noté un certain nombre de conseils que tu donnes. Et du coup, l'idée, c'est de les repasser en revue pour les gens qui pourraient être victimes de ces différentes situations. Et tu me dis si j'ai bien retenu le truc et surtout dans quel cas ça s'applique, parce que j'imagine que c'est pas forcément que des règles universelle. Mais je suis sûre que tu vas avoir tout bon au quiz, parce que déjà, t'as lu le bouquin. Déjà, je pense que tu dis garder des traces écrites de tout. Oui. Donc ça, il n'y a pas de débat. Ça, oui, il n'y a pas de débat. Oui. Donc dans toutes les situations. Toujours. Se mettre en arrêt maladie. Oui. Dans quel cas? Si tu en as besoin. Mais vraiment, arrêtez. Moi, j'ai des tas de salariés qui me disent « Moi, je peux pas me mettre en arrêt maladie, c'est contre mes convictions, etc. » Mais alors qu'ils sont, qui pleurent en allant au boulot, qui dorment plus, qu'ils ont perdu 10 kilos. Enfin, bien sûr qu'il faut s'arrêter. En fait, j'ai l'impression que si tu te mets en arrêt maladie, il y a un truc un peu irréversible. C'est-à-dire que tu actes que la situation doit être réglée autrement. Tu peux pas revenir comme si de rien n'était. Exactement. Et donc, c'est un choix quand même... C'est difficile de passer le cap, quoi. Après, tu peux faire 15 petits jours pour commencer, juste pour prendre du recul. Parfois, ça suffit à mettre fin au déni. Ouais. Et de voir qu'on se sent mieux quand on n'y va pas. Ouais. Qu'on n'a pas la boule au ventre le matin avant de partir. Et du coup, pendant cet arrêt maladie, très bonne transition, j'ai noté faire un mail d'alerte. Exactement. Donc ça veut dire concrètement? C'est concrètement, tu racontes pourquoi tu vas pas bien et à quel point tu vas pas bien en mettant des éléments factuels, précis,
circonstanciés pour être lanceur d'alerte sur tes conditions de travail. Et avec des noms, des choses comme ça. Des noms, des faits, etc. Et pour provoquer peut-être une enquête interne au sein de l'entreprise. Et ça, on l'envoie à qui ? On l'envoie selon la taille de l'entreprise, etc. Mais au patron, au DRH, à son supérieur hiérarchique, peu importe. Et si c'est la personne de qui on se plaint ? C'est pas grave. On lui envoie quand même en guise de ça existe. Voilà. Ok. Ça sera une trace écrite. Ouais. Il faut bien le garder pour le dossier. Qu'est-ce que tu penses du fait de se syndiquer, essayer d'être élu dans un CSE ou essayer de s'impliquer collectivement ? Génial. Super. Il faut le faire. Et en plus, ça protège. On n'est pas licenciable, sauf faute grave, quand on est élu CSE ou il me semble qu'il y a une de tes clientes où tu racontes dans le livre qu'elle a réussi à esquiver un licenciement en se faisant élire. Ouais. Donc ça peut être une des solutions. Ça peut être une solution. Une solution plus offensive pour à rentrer dans un combat collectif. Ouais. Ce que j'encourage grave à faire. À fond, moi aussi. Moi aussi. Et puis ils ont besoin de cette protection parce que le combat collectif, il est souvent mal vu. Hein. Ouais. Donc syndiquez-vous. Ah, ça c'est un peu plus spécifique. Dans quel cas cacher qu'on est enceinte ou pas ? Quand tu attends une promotion, une augmentation, moi je conseille de pas le dire. Voilà, d'attendre un peu. Puis après, c'est un fait de vie perso, quoi. Merde, on n'est pas obligé de le dire à 3 mois de grossesse. Je suis enceinte à toute la terre et à son employeur. C'est un fait de vie perso. On n'a pas d'obligation de le dire. Donc, on choisit quand on le dit. Ok. Et enfin, il y a un truc que tu abordes moins, mais que je pense est quand même central, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin ? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas concerné par la violence, par un fait de discrimination ? Qu'est-ce qu'on fait quand la personne n'est pas forcément demandeuse d'aide ? Quels sont les bons réflexes en tant que témoin, collègue ? C'est compliqué parce que quand on est témoin collègue, souvent on ne témoigne pas parce qu'on a peur de perdre son job. Donc moi j'ai des tas de salariés qui me disent, qui arrivent dans mon bureau puis qui me disent mais moi tout le monde a vu, je vais avoir plein de témoignages et en fait on en a 0 parce que le courage en entreprise c'est compliqué. Donc moi ce que je conseille, parce que je comprends qu'on n'ait pas envie de perdre son job, ce que je conseille c'est de faire un petit WhatsApp, un petit Slack, un petit message un peu informel en disant j'ai vu, je suis là, en mettant 2-3 éléments pour que la personne puisse s'en servir le jour où elle aura le déclic et qu'elle aura envie de se défendre. Moi, c'est ce que je conseillerais. Et après, si les gens veulent te contacter, vers qui ils peuvent se tourner ? Est-ce qu'ils se tournent vers toi ? Est-ce qu'ils se tournent vers d'autres gens si tu es débordé ? Ouais, vers moi, et si je suis débordée, j'orienterai. Et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup ? Sur Insta, ils peuvent m'appeler à mon cabinet. Ok. Je mettrai les liens et tout ça. Il y a tout, quoi. On est en train d'arriver sur la fin de cet entretien et avant de se quitter, laisse-moi te dire 2 mots sur le Ulule de Réflexion Basse. Afin de pouvoir publier plus régulièrement des formats sans sponsor comme celui-ci et d'aller vers un modèle de plus en plus indépendant, j'ai mis en place un système de dons par abonnement avec plein de contreparties très cool pour les gens qui soutiennent le projet. Alors si t'as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller faire un tour sur le lien en description. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui débarque sur le monde du travail après tout ce qu'on a dit là ? Je lui dirais d'être courageuse, d'oser s'affirmer, de se sentir légitime et de ne pas hésiter à se faire aider à tout moment de sa carrière. Ok, donc s'entourer. S'entourer, bien sûr. Et pour finir, est-ce que tu as des recommandations culturelles, de livres, de séries, de comptes Insta, de ce que tu veux à aller voir, à recommander, des trucs Des tas. Lorraine Lévy, t'en as parlé sur Insta, sur Body Minute, qui est un super compte pour les salariés. Après, moi, j'adore le bouquin de Lucille Pétavin, Le coût de la virilité. Ok. Il y a celui de Judith Aquin sur la maternité, 3 mois sous silence, qui est top. Anne-Claire Gentilhalon aussi, que tu as reçu. Moi, j'ai beaucoup aimé son bouquin. Peut-être les comptes avec lesquels tu as collaboré de Balance. Ouais, Balance ta startup, Balance ton agency, bien sûr, qui sont des super comptes. Moi, franchement, je recommande de ouf ton livre qui est méga intéressant et je lis beaucoup des sciences sociales. Et du coup, je trouve que ça vient très bien en complément avec tout ça, de mettre justement des trajectoires concrètes et d'avoir t'as pas une approche de chercheuse. Non, pas du tout. T'as une approche de vraiment d'avocate. Ça fait un très bon complément. Ouais, l'idée de ce bouquin, c'est vraiment que dans un Paris-Strasbourg, tu te prennes une claque en le lisant. J'ai voulu faire un truc impactant et en fait, il n'y a rien de mieux, je pense, que le témoignage, l'histoire, et rentrer dans l'intimité de ces femmes et dans les coulisses de ces combats.
Ouais, bah c'est ça. Bon, j'ai mis un peu plus de temps peut-être que ça à le lire parce que je lis pas très vite. Oui, mais t'as mis plein d'annotations partout. Ouais. Donc, c'est pour ça. Mais en tout cas, merci. Élise. Merci à toi. T'as un petit mot pour conclure? Ne vous résignez jamais. Allez, battez-vous et indignez-vous et soyez courageuse. Merci beaucoup. Merci.